Est-ce que tu savais qu'il y a des dingueries qui se cachent sur les vêtements que portent les personnages dans les carnets de l'apothicaire? Ouais, il y a énormément de secrets qui entourent le pourquoi ils sont habillés comme ça, pourquoi Jinchi porte ce petit chapeau sur sa tête, pourquoi il a une tenue de nuque, ou pourquoi Mao Mao c'est la seule à porter cette tenue dans toute la cour impériale. Ou alors les 4 concubines de l'empereur aussi, là, les 4 Totally Spies, faut qu'on en parle. Les vêtements pour un auteur de manga, c'est une façon de faire passer des messages sans avoir à faire parler son personnage, sans avoir à faire des dialogues. Vas-y, aujourd'hui je te révèle pourquoi ils sont habillés comme ça dans les carnets de l'apothicaire. Déjà, la mode dans les carnets de l'apothicaire, c'est un bazar de ouf! Je vous remets un peu le contexte. Le manga, il n'est pas officiellement assumé comme quoi il est inspiré de la Chine. Mais il y a quand même pas mal d'indices, que ce soit la cour impériale, la cité interdite dans laquelle on voit tout le système avec l'empereur, les 4 concubines, les noms des personnages qui sont des noms chinois, et aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui, le style vestimentaire des personnages. Ce qui est assez incroyable et qui moi m'a un peu déroutée parce que quand j'ai fait mes recherches j'étais un peu perdue, c'est qu'il y a plusieurs modes vestimentaires qui proviennent de plusieurs époques différentes qui cohabitent. Moi je prends ça pour un choix esthétique de la part de l'autrice et des mangaka. Ce mix d'époques différentes pour créer une mode mais qui est complètement unique, ça a été vraiment fait dans l'objectif de pouvoir servir cette espèce d'idéal de Chine qu'on voit dans les carnets de l'apothicaire. L'idée c'était de prendre les trucs les plus beaux, les plus stylés pour en faire mais waouh, un manga mais qui pulse. Donc il y a eu une inspiration chinoise pour le style des personnages. Une inspiration qui remonte sur plusieurs centaines d'années. Et c'est ça qui est ultra intéressant, surtout quand je compare avec nos modes européennes. Cette vidéo, avec tout le kiff que j'ai pour les carnets de l'apothicaire, qui est un de mes mangas, mais en ce moment c'est en passe de devenir un de mes préférés, ça m'a permis d'en apprendre énormément sur l'histoire de la Chine et l'histoire de la mode en Chine. L'élevage des vers à soie et le tissage d'étoffes en soie, en fait, ça a commencé hyper tôt en Chine. Juste pour comparer, en Europe, la soie, elle est arrivée qu'au XIIe siècle. Donc ça fait 3000 ans que les modes vestimentaires se sont succédés en Chine avec des vêtements dont la base était toujours assez similaire. Il y a surtout les modes de 2 dynasties qu'on voit vraiment dans les carnets de l'apothicaire pour les femmes, la dynastie Tang et la dynastie Song. Dans mes recherches, j'ai régulièrement trouvé l'info que c'est censé être le moment, ces 2 dynasties, comme quoi c'est le climax pour la mode et les arts en Chine. Comme c'est une œuvre dans laquelle on voit beaucoup de femmes, vraiment beaucoup, les inspirations vestimentaires ont été ultra travaillées. Et moi ce qui marque le plus, c'est cette espèce de châle qu'on voit à chaque fois au niveau des épaules. Enfin non, au niveau des coudes. Ça, c'est typique des étoffes qui étaient portées sur les robes pendant la dynastie Tang. C'est trop rigolo de voir que ce petit élément, qui est spécifique d'une certaine mode, d'une certaine dynastie, au final, il y a beaucoup de personnages dans le manga qui le portent. Dans les carnets de l'apothicaire, on voit aussi des personnages qui portent des tenues qui sont assez austères. L'autrice et les mangakas se sont aussi inspirés des modes pendant la dynastie Ming. C'est aussi pendant cette période que la cité interdite a été construite en Chine, ou même le chocolat a été importé en Chine. Le chocolat! Super pour les aphrodisiaques. Du coup, vous comprenez pourquoi je dis que c'est un bazar pas possible. En fait, c'est pas si compliqué. La mode chinoise, c'est le support. Mais à chaque fois, ils l'ont adapté en fonction du contexte et des situations. Mais si tu vas encore plus loin, si tu connais la mode chinoise, tu peux tout comprendre au premier coup d'œil. Un petit exemple, les épingles à cheveux qu'on voit qui s'offrent dans tous les sens là. Déjà, c'est très joli, voilà, donc déjà c'est très esthétique. C'est mieux quand c'est beau. Mais ces épingles, il y a plusieurs significations dans la Chine ancienne quand on se les offrait. On offrait des épingles à cheveux en cadeau au moment du passage à l'âge adulte par exemple. C'est aussi possible que ce soit un cadeau romantique qui est offert d'un homme à une femme. Et c'est aussi comme ce qu'on voit dans les carnets de l'apothicaire, quand un homme veut bien se porter garant pour une femme, il lui offre une épingle à cheveux. Donc nous on est un peu comme à la place de Mao Mao, on comprend pas trop ce que c'est, mais si tu connais la vraie signification, bah tu comprends direct. C'est vrai qu'on voit tout type d'épingles à cheveux dans les carnets de l'apothicaire. D'ailleurs pour les matériaux les plus précieux, comme l'or, c'était souvent les plus riches qui pouvaient se les offrir. Mais par effet de mode, les courtisanes de plus bas rang, qui voulaient aussi en porter, puisqu'elles voulaient faire comme les autres, bah elles portaient plutôt des épingles en bois. Quand même sculptées, quand même travaillées avec une petite dégaine sympa. Mais ça reste du bois. Autre exemple, le carré mandarin, l'espèce de broderie que Jinchi porte là sur lui. C'est un indice dingue sur lui. D'ailleurs Jinchi le porte pas tout le temps ce carré mandarin. L'empereur par contre, lui, il le porte tout le temps. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là tout le truc cool de cette œuvre, de jouer constamment sur différents sens de lecture, sur différents tableaux. On sent la passion de Matsuyuga, l'autrice, pour la Chine, et toutes les recherches qu'elle a été amenée à faire. L'autrice des light novels est japonaise, elle est pas chinoise, mais elle est juste très passionnée par la Chine. Nous, on voit les enquêtes que fait Mao Mao, à chaque fois à quel point elle est attentive, à chaque fois elle observe tout, à chaque fois elle doit tout découvrir. Mais nous, on est testés par l'autrice qui nous amène à nous poser des questions, à devoir être aussi tout autant attentifs à chacune des scènes, à chacun des personnages qu'on voit évoluer sous nos yeux. On n'est pas tous attentifs de la même façon, il y a certaines personnes qui verront pas ces indices, il y en a qui vont les griller mais direct. Et il y a certaines personnes qui s'en fichent et qui apprécient juste l'œuvre pour ce qu'elle est, et c'est très bien aussi.
Parce qu'heureusement, l'œuvre est déjà suffisamment qualitative telle qu'elle. T'as pas besoin d'aller comme un forcené chercher tous les secrets, hein. Ça c'est mon job, mais voilà. Pour Jinchi aussi, pour rester dans la même thématique que son carré mandarin, à un moment, à la fin de la saison 1, on le voit porter un chapeau avec des perles à l'avant et à l'arrière. Ce chapeau qu'il porte pour cette cérémonie qu'on nous explique pas beaucoup, c'est un spoil mais incroyable sur qui il est. Parce que ce chapeau, c'est un peu l'équivalent d'une couronne pour nous en Europe. Parce qu'il était généralement porté par l'empereur ou des très hauts fonctionnaires. Ou parfois dans certains moments rituels. On va dire que dans le cas de Jinchi, de cette scène, c'était pour un moment rituel bien sûr. Mais ça commence à faire beaucoup d'indices sur la véritable identité de Jinchi quand même. Découvrir sa véritable identité, c'est un jeu à la fois pour Mao Mao, mais aussi pour nous, ça nous captive en tant que spectateurs. Et petit à petit, on se dit « Ah ouais, il est pas juste un eunuque ». Les carnets de l'apothicaire, c'est quand même une œuvre qui est très colorée. Et la couleur, elle a une place hyper importante. Bon, c'est pas Jojo non plus, hein, mais c'est vrai que les personnages comme les concubines, les servantes, les eunuques, il y a de la couleur partout. Et dans cette utilisation de la couleur, l'exemple parfait, c'est les 4 concubines de l'empereur. Elles ont chacune une couleur, mais vraiment des Totally Spies, les meufs. Mais c'est juste que les Totally Spies, elles sont 3. Je me suis foirée. Bon, déjà, ces couleurs différentes, ça permet de pouvoir les différencier quand il y a des scènes de banquet ou des scènes avec énormément de monde, histoire qu'on sache bien quelle concubine on voit avec toutes ses servantes et tout son pavillon. Mais le fait que chaque concubine ait une couleur attitrée, c'est expliqué dans l'histoire, et c'est propre à l'histoire. C'est une obligation de l'empereur pour chacune des concubines qui habitent dans un pavillon différent. Chacune des concubines de l'empereur, c'est un exemple typique des mariages qui pouvaient être faits au cours de l'histoire de la Chine. Li Hua, la concubine traditionnelle mais par excellence, qui a le nom chinois mais typique aussi, qui veut dire poire d'ailleurs, c'est la concubine sage. Sa couleur c'est le bleu qui en Chine était un symbole d'immortalité ou de mélancolie aussi. Et l'immortalité, ça lui va bien par rapport aux traditions, mais aussi le côté mélancolique par rapport à la perte de son enfant, mais aussi le fait qu'elle fait un peu tout le temps la tronche. J'aime bien parce que dans son chara-design, pour éviter d'avoir un côté trop sévère, trop austère et trop froide, ils l'ont dotée d'attributs qui la rendent plus sympathique. Ça explique un petit peu la relation froide au départ qu'a Mao Mao avec Li Hua. À l'inverse de la couleur bleue et de la personnalité plus froide de Li Hua, le rouge de Gyokuyo, c'est la vie, c'est la joie incarnée. En Chine, le rouge, c'est la couleur la plus symbolique, c'est celle qui est utilisée pendant les mariages. Tu t'habilles en rouge, pas en blanc. Mais aussi pour les naissances, ou même pour souhaiter la bonne fortune. Justement, pour la bonne fortune, Gyokuyo, c'est l'étrangère qui rapporte financièrement à l'empereur. C'est la fille d'allié économique de l'empereur. Et justement, je trouve que c'est trop bien de lui avoir donné un côté ultra sympa, ultra frais. Parce que si elle avait été sévère comme Li Hua, on se serait dit « Ah ok, la meuf, elle se fait pas trop à la cour, quoi. C'est la concubine précieuse, ça lui va trop bien. » Ma préférée. Li Shu, c'est la concubine vertueuse. C'est la concubine qui est tout le temps habillée en blanc. C'est la plus jeune, l'exemple typique de la fille qui est en mariage politique, qui a rien choisi, qui sait pas ce qu'elle fait là. Elle a un côté innocent, et elle rejette un peu cette ambiance de cour. Presque même ses obligations professionnelles et familiales. Elle aurait pu avoir une éducation, qu'on la prépare pour ça, mais non, elle rejette la cour, elle aime pas. En Chine, le blanc, ça symbolise la luminosité et la pureté, mais c'est aussi utilisé pour les enterrements. Je vous laisse avec cette info. La dernière, Lolan, c'est l'exemple de la concubine qui est pas ta pote, de laquelle tu te méfies. D'ailleurs c'est marrant parce que Mao Mao, elle passe beaucoup plus de temps avec Li Hua et avec Gyokyo, et elle passe pas beaucoup de temps avec Li Shu parce que Li Shu, elle est un peu perdue. Mais avec Lolan, elle passe encore moins de temps, et même, elle s'en méfie. Et c'est bien pour Mao Mao de voir ces aspects relationnels qui sont complètement différents parce que on a un peu l'impression avec le fait qu'elle fasse tout ce qu'elle veut à la cour, qu'elle peut être pote avec tout le monde. Non, non, tu fais pas ce que tu veux avec Lolan. Non. Lolan, c'est censé être la concubine pure, celle qui est censée porter du noir, symbole de pureté en Chine, mais aussi symbole de secret et de sobriété, ce qui est pas du tout Lolan. Elle a pimpé son pavillon, la concubine qui était là juste avant, ado, au final elle était très simple, Lolan, elle est pas simple du tout. Elle est pas du tout dans la sobriété, elle a tout chargé en décoration. Et même sur elle, elle est tout le temps ultra à son prime. Dans la cour intérieure, à côté de l'opulence des servantes et des concubines, Mao Mao, elle porte quand même une tenue qui est très simple. Elle porte une tenue qu'on appelle un Aochunanfo. Une veste avec une jupe très simple. C'était typique de la dynastie Ming, des vêtements qui sont pratiques, confortables, faciles à porter. Et c'est la seule à pouvoir porter cette tenue. Alors évidemment c'est pratique pour le scénario parce qu'on a un personnage qui ressort et qui n'a pas du tout la même tenue que toutes les autres personnes. Sa tenue d'apothicaire. Et c'est assez pratique aussi pour faire ressortir le personnage principal dans toutes les scènes de banquet avec toutes les autres servantes, et toutes les autres concubines, etc. D'un côté, on peut dire qu'elle a une sorte de privilège de pouvoir se fringuer comme ça, parce qu'elle a obtenu ce privilège, au début elle pouvait pas, et en fait elle l'a obtenu, on lui a autorisé à pouvoir s'habiller comme ça. Donc ça c'est ce qu'on voit dans les premiers épisodes.
Mais au quotidien, elle est quand même en décalage avec le style des autres personnes de la cour intérieure. Même historiquement, elle est en décalage dans les vêtements qu'elle porte. Excepté les fois où évidemment elle est habillée, elle est obligée de porter une certaine tenue pour certains banquets, où elle s'habille comme les autres, parce qu'il faut qu'elle se mixe avec les autres, qu'elle se fond dans la masse quand elle fait la goûteuse, ou même quand elle est en excursion en dehors du palais. On a vraiment le principe de base du chara-design du personnage principal unique, sauf quand elle fait l'espionne et qu'elle s'habille comme tout le monde, et là ça lui permet de pas ressortir dans la masse. Son côté outsider par rapport à toute la cour, son côté indépendante aussi, ça marche trop bien avec le fait que ce soit un chat. Elle a régulièrement ses petites oreilles et sa queue de chat, c'est vraiment des mimiques, mais Mao Mao ça veut dire chat en chinois, enfin chat en chinois. Elle a pas une dogo vibe, hein, Mao Mao. Elle a une vibe de personne qui est un peu en mode « je suis un chat, m'approche pas ». Ça symbolise bien son indépendance, comme quand on voit qu'elle s'est fait enlever, bah au final elle s'est bien fait quand même à la cour. Un chat, tu le récupères dans la rue, un chat abandonné, tu l'emmènes chez toi, il s'y fait. Mao Mao c'est pareil. Et ce côté chat aussi, ça lui permet de pouvoir vraiment vivre ses aventures d'apothicaire et même d'enquêtrice le plus simplement possible et de moins prendre à cœur tout ce qui se passe à la cour. Elle rapplique pas comme un bon toutou comme on l'appelle, elle essaye pas d'être la plus clean possible, essayer d'être la plus parfaite possible. Elle fait son truc toute seule, indépendamment. La seule chose là tout de suite maintenant qui m'importe de savoir, c'est quelle est votre concubine préférée. J'espère que c'est pas Lolan surtout. Aucune raison d'aimer Lolan. En tout cas, voilà pourquoi les personnages des carnets de l'apothicaire sont habillés comme ça. J'espère que ça vous a permis d'en savoir vraiment un peu plus, même beaucoup plus. Comme à chaque vidéo, abonnez-vous, mettez un max de pouces bleus parce que ça nous aide. On a trop hâte de lire tous vos commentaires à chaque fois, mais on est en mode popcorn devant tout ça, alors merci un max. À la semaine prochaine!